Il y a 40 ans, il restait presque plus d'ours dans les Pyrénées. 7 individus, 8 peut-être, regroupés dans un coin du massif, condamnés à disparaître dans l'indifférence générale. Aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine parce qu'on les a réintroduits. Ça fonctionne, c'est un fait. Mais évidemment, ça pose quelques soucis et ça déchaîne quelques passions. Depuis le 13 juillet 2026, très récemment donc, un arrêté qui autorise les éleveurs eux-mêmes à effaroucher les ours est déjà devant la justice administrative. Ah bah oui, ça traîne pas. Attaqué par les associations qui ont porté ce retour de l'ours pendant 30 ans. La question n'est donc plus faut-il sauver l'ours, mais maintenant qu'il est là, durablement installé, qui a le droit d'intervenir sur les conflits qu'il provoque? Oui, parce qu'un ours qui pèse 200 kilos et qui se balade dans la nature, ça pose des questions, vous voyez, et tout le monde évidemment a un avis là-dessus. Les bergers qui comptent les morts, les associations qui l'ont fait revenir, et l'État au milieu qui doit trancher. Mais avant de plonger à la rencontre de l'ours, avide de connaissances que nous sommes, laissez-moi vous parler de Venandi, le sponsor de cette vidéo. Alors pour ceux qui débarquent sur la chaîne, déjà bienvenue à vous, n'oubliez pas de vous abonner. Venandi est une marque française qui valorise la viande de chasse sauvage et française. Ouais, je sais, c'est la classe. Et cette semaine, Venandi vous propose de succomber à des saucisses, qui est l'autre chaîne sur YouTube, vous propose pareil arrangement. Aucune. C'est l'été, et l'été, c'est le temps des barbecues entre potes et des petits verres de rosé bien frais, avec modération, mais c'est vous qui voyez. Et quoi de mieux qu'une poignée de saucisses de cerf sauvages aux herbes qui frétillent sur une grille, ou même que des saucisses de sanglier façon chorizo, dont l'odeur enivrante s'élève en volute argenté au-dessus du parasol Ricard de Tonton Georges. Si vous ne voulez pas choisir, je vous comprends tellement, vous pouvez opter pour un colis de saucisses diverses sélectionnées avec amour par Venandi. Petit cadeau jusqu'au 2 août, toutes les saucisses sont à moins 10%. Et bien sûr, toujours à la vente, et c'est ma fierté, la désormais célèbre terrine de sanglier Richard sur Terre qui sent bon la Camargue. Je vous mets le lien affilié en description et en premier commentaire épinglé. Voilà, passez bien par ce lien si vous voulez me soutenir, c'est important. Ouais, c'est vrai, c'est surtout important pour moi, j'en conviens, mais quand même, je sais que vous êtes des amours. Voilà, tout ça se passe à un seul endroit, venandi-sauvage.fr. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. L'ours brun, Ursus arctos, c'est le plus gros carnivore d'Europe. Sauf que l'appeler carnivore, c'est déjà aller un peu vite, parce que son régime alimentaire est majoritairement végétal. Il ne mange de la viande que par opportunisme, une carcasse, un troupeau de brebis, au hasard. Le reste, ce sont des racines, des graminées, des fruits secs et surtout des fruits charnus dès la mi-été, myrtilles, framboises, puis châtaignes plus tard quand c'est la saison. Il complète avec des insectes, une fourmilière retournée d'un coup de patte peut suffire pour un repas. C'est entre juillet et octobre que ses besoins explosent. C'est la période d'hyperphagie où il doit constituer les réserves de graisse qui le feront tenir jusqu'au printemps. Un mâle adulte pèse en moyenne entre 150 et 240 kg, une femelle nettement moins, entre 70 et 130. Un animal aussi imposant, vous vous en doutez, a besoin d'espace pour se nourrir, et l'ours, il vit seul. Les deux sexes ne se croisent qu'au moment du rut. Un mâle peut parcourir un domaine de plus de 500 km², une femelle avec ses oursons se contente généralement d'une soixantaine. Et cette vie solitaire s'interrompt chaque hiver, mais pas à la mode Disney. L'ours n'hiberne pas vraiment, contrairement à la croyance populaire. Sa température corporelle ne baisse que de quelques degrés et un redoux suffit à le faire sortir de sa tanière. C'est lié à la masse corporelle. Un animal de cette taille ne peut pas se permettre l'effondrement métabolique d'un petit hibernant comme la marmotte, quelle que soit la latitude d'ailleurs. L'ours est un animal discret et cette discrétion, on la retrouve dans son rapport aux humains. Il les fuit comme la peste. Et on la retrouve encore dans sa reproduction. Maturité tardive, portée d'1 à 3 oursons à peine, dont une bonne partie ne passe pas le premier hiver. Oui, c'est raide. Sur la prédation, faut être précis parce que ce point revient plus tard dans cette vidéo. Une analyse génétique de l'OFB publiée en avril 2026, portant sur 6 ans de constats de dommages, montre que la prédation touche la quasi-totalité des ours adultes du versant français. Retenez bien ce point, on va y revenir. Pour comprendre la réintroduction, il faut d'abord mesurer l'ampleur de la disparition. Le déclin de l'ours n'a pas commencé au XXe siècle. Au Moyen Âge, l'animal est encore présent dans une grande partie de la France, en plaine comme en montagne.
Impossible en revanche de dire combien ils étaient, il n'existe aucun recensement fiable pour cette époque. Le recul s'étale ensuite sur plusieurs siècles, à mesure que les forêts sont défrichées, que l'agriculture et l'élevage occupent davantage d'espace et que les voies de circulation pénètrent les massifs. L'ours disparaît progressivement des plaines et se réfugie dans les régions montagneuses. Il est aussi continuellement pourchassé. On le tue pour défendre les troupeaux, parce qu'il est considéré comme dangereux, pour sa peau ou sa viande, mais aussi comme gibier prestigieux. Dans les Pyrénées, des oursons sont également capturés pour alimenter la tradition des montreurs d'ours, sans qu'on puisse aujourd'hui mesurer précisément le poids de cette pratique dans le déclin. Au fil des siècles, l'ours disparaît ainsi de la plupart des massifs français. Alors pourquoi les derniers ours français ont-ils survécu dans les Pyrénées et pas dans les Alpes? Oui, je me suis posé la question aussi, c'est fou comme coïncidence. Eh ben dans les Alpes, les derniers ours, déjà isolés dans quelques massifs, ont été éliminés dans les années 30. Alors que dans les Pyrénées, la population était plus nombreuse déjà d'une part, et répartie sur une chaîne plus continue et pouvait encore circuler entre les versants français et espagnols. Quelques vallées escarpées, longtemps difficiles d'accès, ont servi de dernier refuge au début du XXe siècle. Il reste alors autour de 150 ours dans l'ensemble des Pyrénées. En 1954, ils ne sont plus qu'environ 70. La pression humaine change alors de forme. Aux destructions directes s'ajoutent les routes, les pistes forestières, les stations de ski, le développement du tourisme de montagne. Alors ces aménagements ne provoquent pas à eux seuls la disparition de l'ours, mais ils rendent ces derniers refuges plus accessibles, augmentent les dérangements et fragmentent progressivement les noyaux de population. La chasse à l'ours, quant à elle, est interdite en 1962, mais la mesure arrive après plusieurs siècles de recul et ne fait pas disparaître les destructions illégales. Oui, par définition, le braconnage n'a pas besoin d'être interdit, puisque c'est du braconnage. Dans les années 80, il ne subsiste plus qu'une poignée d'individus, principalement dans l'ouest du massif. À ce stade, le déclin s'auto-entretient. L'ours se reproduit lentement, les femelles sont devenues très rares et chaque mort adulte devient presque impossible à compenser. Un premier plan de sauvegarde est lancé en 1984. Malheureusement, il ne suffit pas. Le noyau autochtone des Pyrénées centro-orientales disparaît à la fin de la décennie, tandis que la population occidentale continue de décliner. Au début des années 90, le constat devient difficile à éviter. Protéger les derniers ours encore présents ne permettra probablement pas, à lui seul, de sauver l'espèce dans le massif. C'est dans ce contexte que l'idée d'un renforcement par des ours venus de l'étranger s'impose progressivement. Les premiers lâchers ont lieu dès 1996 dans les Pyrénées centrales, mais dans l'ouest, les derniers ours autochtones poursuivent leur lente disparition. Le 1er novembre 2004, en vallée d'Aspe, un chasseur tue Cannelle, la dernière femelle de souche pyrénéenne autochtone identifiée. Alors c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour dans un focus, mais ça s'est passé pendant une battue organisée dans un secteur où l'animal avait été formellement identifié. Pendant cette battue, un chasseur s'est retrouvé chargé par l'ours, il a défendu sa vie, il l'a tué. Voilà la vérité judiciaire. Quoi qu'il en soit, c'est pas la mort de Cannelle qui a déclenché la réintroduction, elle avait déjà commencé 8 ans plus tôt. Mais elle devient en revanche le symbole de l'échec de la seule protection des derniers individus, et accélère politiquement une nouvelle opération de renforcement beaucoup plus importante celle-ci, qui sera menée en 2006. Pour comprendre ce sauvetage, il faut donc revenir en arrière aux 3 premiers ours slovènes lâchés à partir de 1996. En mai 1996, une ours slovène nommée Ziva est lâchée à Mel, en Haute-Garonne. Un mois plus tard, c'est Melba. L'année suivante, en mai 1997, Pyros les rejoint, 3 ours slovènes lâchés pour tenter d'enrayer la disparition. Après la mort de Cannelle, donc, l'État va plus loin. En 2006, 5 nouveaux ours slovènes sont lâchés. Paluma, Franska, Vala, Balou, Sarous, 4 femelles et un mâle. En 2016, un mâle nommé Goya est relâché, mais côté catalan, en Espagne. Et en octobre 2018, 2 femelles, Clavrina et Sorita, sont lâchées dans les montagnes du Béarn. En 2025, 108 ours différents ont été formellement identifiés. Mais comme certains animaux échappent au suivi, l'OFB estime que la population réelle se situe plutôt autour de 130 avec une fourchette comprise entre 109 et 143. Bref, la croissance est nette depuis 2006 et sans les lâchers slovènes, la population pyrénéenne aurait sans doute aujourd'hui disparu. Sauf que cette réussite biologique a évidemment un coût, payé directement par les éleveurs. Dans les considérants même de l'arrêté de juillet 2026 dont je parlais dans l'intro, l'État retient une moyenne de 330 attaques présumées par an sur le cheptel domestique entre 2021 et 2025. Pour la seule année 2025, 289 dossiers classés responsabilité de l'ours non écarté,
763 victimes finalement indemnisées en intégrant les dossiers initialement classés indéterminés. 425 000 € versés au total. L'Ariège concentre 73% de ces dossiers selon le bilan départemental. L'écrasante majorité du problème se joue donc dans un seul département. Et à la mortalité directement constatée peuvent s'ajouter des bêtes blessées, disparues, un troupeau qui panique et qui tombe dans le vide, des gestations compromises, un troupeau dispersé qu'il faut regrouper à la main dans le brouillard sur des pentes escarpées. Bon, face à ça, l'État ne s'est pas contenté d'indemniser. 3 dispositifs sont financés. Gardiennage renforcé, chiens de protection, clôture ou parc électrifié. Le dossier officiel est clair. C'est principalement grâce à leur déploiement, combiné aux effarouchements déjà en place depuis 2019, que les dommages ont globalement diminué ces dernières années. Ces outils fonctionnent, mais sur les reliefs aussi escarpés que ceux du massif, un troupeau dispersé sur plusieurs pentes ne peut pas toujours être regroupé chaque soir. Et le gardiennage permanent a un coût humain que peu de bergers peuvent assumer seuls. C'est ce plafond opérationnel que l'État invoque dans l'arrêté de juillet. Les seuls agents de l'OFB ne peuvent plus répondre à l'ensemble des besoins d'intervention, ni toujours dans un délai suffisamment court. D'où la décision d'élargir le cercle de ceux qui peuvent agir sur le terrain. Vous voyez la logique, hein ? Il ne s'agit pas de braire derrière son PC, il s'agit de comprendre les différentes composantes d'un débat avant de l'ouvrir. Voilà, pardonnez-moi cette petite parenthèse. Bon, posons les faits dans l'ordre avant d'en discuter. Le 13 juillet 2026, le gouvernement signe un arrêté qui autorise pour la première fois des éleveurs, des bergers et des lieutenants de louveterie formés à pratiquer eux-mêmes l'effarouchement renforcé. C'est en gros des tirs à effet sonore sans munitions létales. Ça veut dire qu'on les tue pas, on veut leur faire peur, c'est tout. Le texte est publié le lendemain, le 14 juillet, jour de la fête nationale. Bon, après, le texte est adopté, malgré 2 signaux très clairement défavorables. La consultation publique d'abord, ouverte quelques semaines plus tôt, a recueilli 2626 contributions. 1984 défavorables, 578 favorables, et 64 considérées comme non pertinentes. Ça représente 75,5% de contributions défavorables. Mais soyons clairs, ce pourcentage n'a aucune valeur pour mesurer l'opinion des Français. Ce n'est ni un sondage ni un échantillon représentatif. N'importe qui peut participer, les associations comme les organisations professionnelles qui appellent leurs sympathisants à se mobiliser. Le résultat mesure donc surtout la capacité respective des deux camps à faire participer leur réseau. Voilà, c'est un rapport de mobilisation militant, pas un référendum sur l'ours. Va falloir qu'on arrête avec ces consultations qui n'ont ni queue ni tête là. En revanche, le deuxième avis est d'une autre nature. Le Conseil national de la protection de la nature, instance consultative composée, d'experts, a rendu un avis défavorable à l'unanimité par 20 voix contre 0. Il faut néanmoins préciser, parce que ça peut être utile, que certains de ses membres exercent ou ont exercé des responsabilités dans des associations de protection de la nature. De là à dire qu'il existerait un minuscule biais conservationniste structurel, je vous laisse trancher. Le bilan que l'État met en face, c'est que depuis 2019, 167 missions d'effarouchement renforcées, dont 59 opérations effectives, l'État affirme qu'aucun effet auditif négatif n'a été mis en évidence et qu'aucune séparation entre une mère et ses oursons n'a été observée après ces opérations. Le CNPN répond que ce suivi n'est pas assez dédié ni assez approfondi pour conclure à l'absence de risque et signale lui-même un risque de dommages auditifs qu'il juge insuffisamment documenté. Et c'est ici que les positions commencent à sérieusement diverger parmi les associations elles-mêmes. Pays de l'Ours AD, qui a pourtant porté historiquement la réintroduction, n'est pas opposé à toute intervention. Ce qu'elle refuse aujourd'hui, c'est que des éleveurs puissent pratiquer eux-mêmes l'effarouchement renforcé sans la présence directe d'un agent de l'OFB. L'ASPAS adopte elle aussi une position plus nuancée qu'on pourrait le croire. Elle reconnaît que l'effarouchement peut contribuer à réduire les attaques, mais conteste les conditions prévues par l'arrêté qu'elle juge trop larges et trop floues. Bon, globalement, de toute façon, structurellement, ça va jamais comme elles veulent, mais au moins, elles reconnaissent qu'un animal protégé peut parfois devoir être éloigné et corrigé dans son comportement. Et puis, il y a One Voice. One Voice attaque frontalement le principe même d'un dispositif non létal destiné à éloigner un ours d'un troupeau. Il faut bien mesurer l'absurdité de la position, parce qu'on ne parle pas de chasser l'ours, on ne parle pas de fixer un quota d'abattage. On parle de bruit, de lumière et de munitions non létales, utilisées pour apprendre à un animal sauvage qu'un troupeau de brebis, c'est pas un libre service. One Voice prétend défendre la coexistence, mais refuse l'un des rares outils situés précisément entre l'inaction et le tir létal. Parce que il n'y a pas 36 solutions quand un ours revient régulièrement au contact des troupeaux. On protège les bêtes, on renforce le gardiennage, on installe des clôtures, on utilise des chiens, et quand ça suffit pas, soit on tente d'éloigner l'animal,
soit on accepte le carnage. Jusqu'au jour où la pression politique devient telle qu'on finit par autoriser des abattages. Refuser l'effarouchement ne rend donc pas l'intervention létale moins probable, hein. Au contraire, ça fait monter une pression qui finira, à coup sûr, à coup de balle dans le buffet. Vous voyez, c'est le paradoxe de cette conception absolutiste de la protection animale. One Voice refuse toute contrainte imposée à l'ours au nom de son statut protégé, mais elle laisse les éleveurs supporter seuls les conséquences de sa présence. L'animal sauvage est intouchable, et l'éleveur doit s'adapter sans limite, ou même mieux, dégager de là de préférence. C'est pas les militants de One Voice qui passent leur nuit sur les estives, c'est pas eux non plus qui regroupent un troupeau dispersé dans le brouillard, c'est pas eux qui comptent les cadavres le matin. La défense d'une espèce ne peut pas consister à nier tous les conflits qu'elle provoque. Une population restaurée par les humains doit pouvoir être gérée par les humains. Et gérer, ça signifie pas exterminer. Gérer, ça signifie disposer d'une réponse graduée. Protéger, surveiller, effaroucher, intervenir sur un comportement dangereux et, dans les cas extrêmes, attention, je vais dire un truc, ça va faire bondir tout le monde, en dernier recours, pouvoir abattre un individu réellement problématique. One Voice peut saisir le Conseil d'État autant qu'elle le souhaite, mais elle devrait répondre à une question très simple. Quelle solution propose-t-elle lorsque les protections ont été installées, que les attaques continuent et qu'un ours revient malgré tout au contact des troupeaux? Si la réponse est simplement « on fait rien du tout, ils ont qu'à dégager », alors il ne s'agit pas d'une politique de coexistence. Il s'agit de demander aux éleveurs d'accepter indéfiniment les conséquences d'un choix collectif et politique auquel ils n'ont pas consenti. Et cette position-là ne protège pas durablement l'ours. Cette position protège une vision abstraite de l'ours, débarrassé de préférence des troupeaux et des bergers. Cette réussite biologique, on l'a vu, génère des contraintes réelles, concentrées sur un petit nombre de vallées et d'éleveurs. Face à ça, l'État a choisi la rapidité d'intervention sur le terrain, quitte à passer outre un avis scientifico-militant unanimement défavorable, oui c'est un oxymore, et une consultation publique de 3 clampins très majoritairement hostiles. Ce choix se joue maintenant devant le juge administratif. Il restera, quoi qu'il arrive, cette image. Un berger qui compte ses bêtes au petit matin sur une estive brumeuse, pendant qu'une association dépose un recours devant le Conseil d'État. Allez, soyons pas cons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ces histoires de prédateurs n'ont pas fini de faire couler de l'encre et de la salive. La plupart du temps, évidemment, sans écouter ceux qui vivent vraiment les choses. Que voulez-vous? C'est le règne de la radicalité. Le compromis s'est réfugié en Suisse. Il a eu peur. Abonnez-vous, likez, partagez, souscrivez à cette chaîne. Des surprises rien que pour vous vont arriver très vite. Je vous dis à bientôt sur Théa Wave.